Donc là, on démarre vraiment cette deuxième partie, plutôt axée justement retour d'expérience, plus ou moins opérationnel, en tout cas des dynamiques réelles qui sont engagées. Sur ce format de table ronde, on est sur 40 à 45 minutes. Vous aurez un animateur, une animatrice différent à chaque fois. On souhaitait aussi justement que cette diversité, elle se retrouve aussi justement sur les profils qui viennent questionner les intervenants et intervenantes qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur eux, il ne faudra pas hésiter à aller les voir parce qu'effectivement, on va se limiter à des présentations assez succinctes, alors que chacun et chacune pourrait très clairement, je pense, avoir tribune pendant au moins 40 minutes vu la nature de leur projet. Les temps de questions-réponses pourront quand même peut-être offrir quelques temps de clarification. Je redonne un peu, en tout cas, le format, je dirais, de ces tables rondes. L'idée, c'est effectivement d'assurer à minima 10 minutes un temps de questions-réponses avec vous, participants, participantes. Mais on est aussi dans le souhait, effectivement, que vous soyez autant que faire se peut partie prenante, moi en tant qu'animateur. Et donc, et je les remercie, on a travaillé justement, on a préparé cette table ronde sur des thématiques qui nous semblaient importantes de mettre en lumière, d'aborder. Et je suis assez rassuré, ça fait écho à des questions que vous avez déjà pu poser. On s'autorisera, évidemment, je m'assurerai que chacun ait un temps de parole quand même suffisant, et donc je me ferai l'arbitre pour que chacun et chacune puisse s'exprimer. Mais au-delà des questions que j'ai, si à un moment donné on sent que il y a une forte appétence de votre part et que vous avez des questions que vous jugez plus importantes, plus pertinentes, on s'autorisera à ce que ce 10 minutes de questions-réponses justement passe peut-être sur 20 minutes. Donc n'hésitez pas en tout cas à un moment donné voilà, à vous présenter. Par contre, question, je dirais, réfléchissez-y bien, succincte, synthétique. Merci de vous présenter avant de poser votre question pour qu'on puisse aussi situer qui vous êtes. Et à partir de là, je vais démarrer. Je vais vous présenter au fur et à mesure des premières questions les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Je n'oublierai personne. Je vais m'autoriser à prendre mes petites notes. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. Donc on va commencer par Cécile Forgue, donc qui est co-gérante de Alpes Consigne, donc qui est un opérateur de lavage né en 2020 qui développe la filière du réemploi des contenants en verre dans les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, si je ne me suis pas trompé avec les numéros. Cécile, la question que donc vous pourrez bien évidemment compléter votre présentation si vous jugez qu'il y a vraiment des éléments importants que j'ai pu oublier. Je souhaitais aborder justement l'un des sujets qui a été évoqué dès ce matin, celui des emballages réemployés qui suscitent parfois des craintes, et je pense que vous allez pouvoir nous confirmer potentiellement et assez souvent infondées sur la qualité sanitaire et la traçabilité qu'on pourrait avoir par rapport aux emballages neufs et à usage unique. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la réponse apportée par Alpes Consigne et peut-être plus largement les opérateurs de lavage sur ces deux aspects que sont donc la qualité sanitaire et la traçabilité? Merci. Okay. Là, c'est pas bon. Merci David. Peut-être juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, de préciser ce que c'est un opérateur. En tout cas, au niveau d'Alpes Consigne, on intervient donc effectivement sur la partie lavage avec un centre de lavage qui est mutualisé avec deux autres confrères, on va dire, sur la région Rhône-Alpes, que sont Rebouteille et Locavert. Donc on partage avec eux un centre de lavage qui est basé à Valence. Et on intervient au-delà du lavage sur les questions d'accompagnement des producteurs au passage au réemploi, de mise en place de points de collecte dans les magasins, de sensibilisation des consommateurs aux principes de réemploi et sur la collecte, pour aller récupérer les bouteilles une fois qu'elles sont rapportées en point de collecte. Et donc pour répondre à la question de David sur les aspects enjeux sanitaires, donc il faut savoir que le centre de lavage sur lequel on apporte les bouteilles pour qu'elles soient lavées est dans une démarche qu'on appelle HACCP, donc qui est de contrôle des enjeux sanitaires qu'il peut y avoir sur le lavage. Il y a de façon sur la traçabilité, pardon, il y a des pratiques qui sont appliquées, à savoir que chaque bouteille qui est remise en palette, parce qu'aujourd'hui on est sur des formats qui sont standards à du neuf, chaque bouteille qui sort du centre et qui est remise sur une palette va être associée au numéro de lot de la palette, et ces numéros de lot sont rattachés donc à des tests sanitaires qui sont réalisés tous les jours en fait au centre de lavage et sur des échantillons, ce qui permet, si jamais il y avait une problématique, de savoir
sur quelle lot ça s'est passé, à quel moment les bouteilles ont été lavées, et du coup, de remonter la traçabilité des bouteilles pour pouvoir identifier quel aurait pu être le problème. Au-delà de ça, après, on est sur des lavages en milieu. Les bouteilles passent dans un bain d'eau sodée qui monte en température à 80 degrés. Donc là, on va quand même avoir un niveau de lavage qui permet de se débarrasser de tous les... je ne vais pas avoir les termes hyper techniques, mais tous les micro-organismes qui pourraient être présents dans les bouteilles. Une fois passé ce bain-là, donc c'est vraiment la première partie, il y a tous les... merci. Oui, le schéma effectivement qu'on avait prévu. Une fois passé le bain qu'on voit en rouge, donc qui est vraiment la partie dans laquelle on va avoir les enjeux, au final plus sur l'extérieur de la bouteille, parce que c'est à la sortie de ce bain-là que l'étiquette part, mais on est déjà dans une eau à 80 degrés. Les bouteilles montent sur la partie supérieure de la machine et à cet endroit-là, on va venir laver l'intérieur de la bouteille avec des produits lessiviels. Et elle est rincée en fait à au moins deux reprises, sachant que le dernier rinçage qui intervient est fait avec de l'eau courante de consommation, et ce qui permet du coup à la bouteille derrière de sortir. Je ne sais plus s'il y a des questions après sur les aspects consommation d'eau, etc. Enfin, comme c'était évoqué tout à On y l'heure. reviendra avec Je Delphine. ne vais pas plus loin. Très bien, merci Cécile. Je vais me permettre d'assurer, en tout cas vu qu'on a démarré avec un petit peu de retard et pour laisser voilà, vraiment l'opportunité aux participants de poser des questions, je vais m'adresser à Bruno. Bruno, justement, on verra certainement avec Cécile justement ce qui fait que certaines bouteilles sont adaptées au lavage ou pas et plutôt qui relèvent des caractéristiques techniques, mécaniques. Et justement, au premier abord, on peut penser que c'est quand même vraiment ça qui va qualifier le caractère réemployable ou non d'une bouteille. Force est de constater qu'en fait, il y a une autre caractéristique qui est essentielle pour assurer cette qualité, c'est l'étiquette. Vous avez notamment rédigé donc un guide public. Et voilà, je voulais savoir si à cet effet, effectivement, vous pouviez venir nous en dire un petit peu plus et nous présenter aussi brièvement donc, les solutions apportées par Stick Image sur ce volet. Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous et de représenter la société Stick Image, qui est un des acteurs présents au niveau national, un des acteurs indépendants leaders sur la moitié Est, mais présent sur l'ensemble du secteur d'activité, et entre guillemets un humble expert sur la partie lavable et consigne de bouteilles, puisque historiquement, Stick Image est le premier imprimeur officiellement membre du réseau consigne à l'époque. Donc, fort heureusement, on est parmi d'autres experts, d'autres imprimeurs experts en la matière, hein, évidemment. Et voilà. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner une multitude de clients sur la réalisation de leurs étiquettes adhésives et sur l'ensemble des secteurs d'activité, agrochimie, industrie, pharmaceutique, vinicole, brassicole, voilà. Donc ça, c'est notre métier, comme d'autres imprimeurs. Et évidemment, on a pu accompagner certains clients qui sont historiquement plutôt des clients brasseries, microbrasseries, qui, par la force des choses aussi de leur secteur d'activité, puisque c'est plus simple pour eux d'avoir la même typologie de bouteilles avec une présence plus restreinte en termes de diffusion de produits. Et donc, historiquement, c'est plutôt les brasseries, microbrasseries qui ont œuvré pour ce retour à la consigne. Et donc, on a pu accompagner ces clients-là en leur proposant des solutions de complexes auto-adhésifs dits lavables. Donc, ça fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui auraient encore un doute là-dessus. Ça fonctionne. Des sociétés que vous pouvez connaître ou que vous avez pu voir des produits en dégustation à côté en salle de pause. La ferme de Margerie, par exemple. Jardin de Cocagne, donc dans les jus de fruits. Également plus simple puisque les bouteilles sont plutôt standards, entre guillemets. Donc aujourd'hui, voilà, une chose est certaine, c'est que ça fonctionne. Il existe évidemment différentes contraintes et différentes obligations qu'il est nécessaire de respecter. Donc on peut classer ces
ces contraintes en 6 points d'attention, pardon. 6 points d'attention. Donc le premier point, c'est très basiquement l'étiquette, la nature du papier et la nature de l'adhésif. Donc il existe différents papiers dits couchés ou des papiers dits non couchés. Donc il faut privilégier les papiers non couchés qui sont beaucoup plus ouverts et moins imperméables évidemment à la solution, à la pénétration de l'eau. Donc il faut utiliser cette gamme de papiers non couchés. À l'intérieur de cette gamme de papiers non couchés, vous avez une multitude de papiers avec des rendus, des colorimétries un petit peu différentes, hein, des tons crème, des tons. Voilà, vous avez un certain choix, hein, malgré tout, dans cette gamme de papiers dits non couchés. Ils ont été qualifiés, je pense que Delphine y reviendra, donc il y a eu une qualification aussi de ces complexes auto-adhésifs. Donc aujourd'hui, on va dire un peu plus d'une vingtaine de complexes auto-adhésifs peuvent être choisis dans ce panel de papier lavable et entre guillemets certifié. Donc le papier non couché, l'adhésif évidemment, adhésif dit lavable. Donc principalement 2 adhésifs ont prouvé leur performance de lavabilité. Donc le WW4031 de chez Façon et le RP30W de chez Raflatac. Donc 2 adhésifs qui sont dits lavables. Donc le papier, l'adhésif, évidemment le process de décollement au sein du laveur de bouteille, hein, qui doit être forcément maîtrisé. Delphine en parlera mieux que moi sur la montée en température, la solution de soude, et enfin tout le process de lavage. Donc c'est trois points importants. Finition, ennoblissement. Donc certains d'entre vous ont peut-être certainement peut-être des étiquettes avec des rendus plutôt brillants, plutôt avec une certaine esthétique et un historique avec un ancrage voilà, de marque. Hein, et donc inévitablement, si vous souhaitez aller sur des emballages avec des étiquettes dites lavables, il va falloir faire ce transfert et cette évolution, cette modification du visuel avec nécessairement des ajustements en termes de format. La cible étant un format d'à peu près 80 par 120 mm, donc le format, l'ennoblissement, d'éviter du vernis, de proscrire le vernis, pardon, de ne pas l'éviter, de ne pas en mettre plutôt. Pas de vernis, pas de pelliculage, minimiser le film à chaud, minimiser l'ennoblissement, tout ce qui fait barrière, évidemment, à la pénétration de l'eau à l'intérieur de l'étiquette. Et pour finir, 2 points très importants qui sont un peu plus visuellement un peu plus gros, d'après nous, c'est à la fois l'encre et la couverture d'encre, donc sur vos étiquettes. L'encre, j'entends par là, dans notre secteur d'activité, il existe plusieurs procédés d'impression, offset numérique, offset traditionnel, flexographie, typographie, voilà, vous avez plusieurs du numérique, jet d'encre, etc. Et voilà, on s'accorde à dire que le jet d'encre fait un peu plus barrière, ralentit plus que d'autres procédés d'impression. Donc c'est important aussi de valider ça. C'est pour ça que c'est tout aussi important que les laveurs de bouteilles viennent s'engager avec l'imprimeur et que ce soit un cercle vertueux entre ces 3 parties, vous, l'imprimeur et le laveur de bouteille. Donc la nature du procédé d'impression utilisé et la couverture d'encre, parce que c'est évident que plus on va charger en encre l'étiquette, plus on va avoir de difficulté à la décoller. Donc s'il y a un choix esthétique, graphique à faire, une évolution graphique de votre part, ça va être de minimiser, si possible, la couverture d'encre, minimiser l'encre autour des bords de l'étiquette, voilà, d'avoir cette réflexion-là. Mais l'imprimeur doit vous accompagner dans cette réflexion avec ce qu'on peut appeler peut-être de l'éco-ancrage, de l'optimisation de format pour minimiser l'impact prix. Donc encre, couverture d'encre. Et dernier point qu'on oublie parfois, c'est vraiment les conditions de stockage. Donc ça, c'est stratégique et c'est un des nerfs de la guerre. Une fois que le produit est consommé, les conditions de stockage et l'exposition des produits a un impact sur la bonne lavabilité de l'étiquette, c'est-à-dire éviter l'exposition UV,
éviter l'exposition pluie, voilà, parce que les propriétés de l'adhésif lavable vont se dégrader et donc vont plutôt devenir des propriétés d'adhésif permanent et entraîner des difficultés de lavage chez les laveurs de bouteilles. Donc ça, c'est très important sur la partie temps de stockage, lieu de stockage et durée de vie du produit fini. L'inconvénient, c'est que évidemment, vous ne maîtrisez pas forcément toute cette partie-là, puisque ça peut être stocké chez le consommateur avant le retour dans le cycle. Donc ça, c'est important. C'est 6 points à noter et à évoquer avec votre imprimeur et avec le laveur de bouteilles. Merci Bruno. Vous retrouverez justement ce guide sur le site de Stick Image qui permet de présenter aussi, je dirais, plus largement les différents secteurs d'activité justement et les références et les acteurs partenaires avec lesquels vous travaillez déjà. Je vais dorénavant m'adresser à Delphine. Donc, Delphine est cofondatrice de J'aime mes bouteilles, donc, qui est l'opérateur de lavage bouteilles en région Bourgogne-Franche-Comté. Et depuis peu, vous avez engagé justement des tests sur un nouvel équipement de lavage autre contenant. Donc, comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure, c'est aujourd'hui on qualifie tout autre, c'est tout sauf les bouteilles justement. À Val d'Aron avec le soutien du Préval Eau-Doux. Justement, on l'a un peu évoqué entre les lignes, mais le lavage des bouteilles et des autres contenants diffère à de nombreux égards. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la spécificité du lavage de bocaux et des autres contenants, donc par aspersion, et potentiellement nous faire quelques petits retours sur ces premiers tests opérés? Si c'est bon. Donc du coup, parlons lavage. On a vu assez rapidement avec Cécile, du coup, la laveuse pour les bouteilles, qui est du coup une laveuse par trempage, par immersion, merci. Donc le principe, c'est cette bouteille, elle va passer par plusieurs bains. Et pour répondre dans ce cadre-là à la question qui a été posée ce matin sur les consommations d'eau, ce qu'il faut comprendre dans ce cycle-là, c'est que cette machine, elle va attaquer par un premier bain qui est un bain entre guillemets très sale. Elle va remonter entre 7 et 9 bains. Et je veux bien l'image de Cécile si ça t'embête pas. Merci. Donc la bouteille est engagée donc, sur le petit chiffre numéro 1 et donc elle va passer des bains. Et là, la couleur, elle montre exactement la qualité de l'eau, entre guillemets. Donc de l'eau du robinet classique, qui est plutôt sale par cette phase de trempage sur le 3, le 2, le 3. Et ensuite, en fait, on va avoir de l'eau qui est systématiquement de plus en plus propre. Le principe étant, en fait, que l'eau de rinçage, cette fameuse eau qui est de l'eau de consommation, à chaque fois, elle va avoir plusieurs utilisations puisqu'elle va passer par toutes les étapes de lavage. Et une fois qu'on est sur un bain, du coup, d'engagement qui est le plus sale, parce qu'on est arrivé à un moment où on a passé beaucoup de bouteilles, cette eau, elle va être évacuée dans le tank qui est juste à côté en A. Et cette eau-là, on va pouvoir, du coup, on va la faire décanter. On va pouvoir du coup sortir les bouts de décantation. Et du coup, on va encore pouvoir réutiliser cette eau en remplissant la machine au niveau du 3. Et c'est ce qui fait justement que les machines aujourd'hui de lavage de bouteilles par immersion ont une consommation d'eau beaucoup moins conséquente que peut avoir le circuit du recyclage. Et là, cette fois, je vais te demander de me mettre sur l'autre slide. Merci. Donc ce schéma, on l'a vu ce matin sur le principe de qu'est-ce que c'est que le réemploi face au recyclage. Et là, on va parler en termes de consommation. Et en termes de consommation, du coup, nous, je viens de vous expliquer que pour la partie de lavage, sur les bouteilles, on utilisait vraiment de l'eau au maximum de ses capacités. Alors que du coup, sur la phase de recyclage, il faut comprendre qu'il y a deux endroits où on consomme de l'eau. C'est que dans la phase de centre de tri, quand on récupère le bris de verre des bennes à verre, il y a une première étape qui est une étape de lavage, puisque toutes ces bouteilles, elles n'ont pas été rincées, elles ont des dépôts, elles ont des étiquettes, etc. Donc, en même temps qu'on va collecter le tri et qu'on va le trier par couleur, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des calcins en 3 couleurs, du blanc, du vert et du brun foncé, et bien, du coup, on va consommer de l'eau pour laver ces tessons avant de les envoyer dans la fabrication de calcins. Et à la fabrication de calcins, ce qu'il faut entendre, c'est qu'une fois qu'on a chauffé ces tessons, on obtient du calcin, on remet de la matière première pour fabriquer la bouteille. Mais quand on fabrique de la bouteille, on utilise à nouveau de l'eau. Donc j'imagine que ces deux étapes sont quand même de toute façon optimisées pour avoir une consommation le plus faible possible, mais il faut bien comprendre qu'il
Du coup, la température de fonte du verre étant telle que dès qu'on a besoin de consommer de l'eau, on va en perdre par la partie évaporation. Et donc là, les résultats aujourd'hui sont quand même assez précis puisque l'ADEME dit bien qu'aujourd'hui, sur la consommation d'eau, le circuit du réemploi économise 51% d'eau par rapport au circuit du recyclage. Par rapport à la consommation d'énergie, ce qu'il faut entendre, c'est que automatiquement, on l'a déjà évoqué 2 fois aujourd'hui, le calcin, pour l'obtenir, on va chauffer à 1500 degrés pendant 24 heures. Et automatiquement, pour atteindre de telles températures, on a besoin d'énergie. Et cette énergie, on la trouve aujourd'hui par le gaz. La totalité des fours verriers travaillent au gaz. Et on est tous un petit peu au fait sur ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché du gaz, une augmentation des tarifs, une raréfaction de la denrée. Et donc aujourd'hui, on a tout intérêt à faire du réemploi avec un lavage à 80 degrés, qui en plus est souvent du coup à électricité, face à 1500 degrés pendant 24 heures au gaz. Du coup, pour cette consommation d'énergie. Et donc là, on est sur une économie de 76% d'énergie pour le réemploi face au recyclage. Mais là derrière, il faut aussi entendre qu'il y a la partie gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, quand on parle gaz à effet de serre, on pense souvent plutôt tout ce qui est transport. Et effectivement, dans ces phases de réemploi, on se dit tout le temps, oui, mais jusqu'à maintenant, on était sur un schéma linéaire, on ne se posait pas la question du retour des contenants. Et là, si on met le retour des contenants, automatiquement, on va augmenter la quantité de carburant utilisé pour transporter ces contenants. Et c'est là où il faut bien entendre qu'aujourd'hui, le réemploi, il est pertinent si on reste sur des échelles locales. Et le principe, il n'est pas d'avoir une grosse structure unitaire sur le centre de la France où on va ramener toutes les bouteilles, mais bien d'avoir des stations de lavage qui sont localisées. On est en gros sur des statistiques qui donnent, alors grâce à la dernière étude ADEME, en gros, on fixe un aller-retour à 800 km, entre 600 et 800 km. Et donc, du coup, ça donne une station de lavage par l'équivalent d'une grosse région. Et du coup, par rapport à ça, dans le transport, oui, on était sur une économie donc sur du recyclage, mais en fait, ce verre, aujourd'hui, il est beaucoup transporté. Je vais vous donner un exemple très, très simple. On ne se pose jamais trop la question de qu'est-ce que devient notre verre une fois qu'il est dans la benne à verre. Mais aujourd'hui, par exemple, le verre qui est collecté à Marseille, en fait, il va partir à 2 endroits. Il va partir en Italie et en Ukraine. Et donc, face à ça, si on est, nous, sur des boucles de réemploi locales qui restons à l'échelle de ces régions, automatiquement, cet effet gaz à effet de serre, il est plus ou moins équivalent à celui qu'a aujourd'hui le recyclage. Et donc, on va aller chercher cette économie de 79%, cette diminution de production de gaz à effet de serre sur la partie fabrication de la bouteille, puisque c'est là où on a aujourd'hui, en fait, la plus grosse émission des gaz. Merci Delphine. Je pense qu'effectivement, au-delà de la question sur les autres contenants, mais je pense qu'on va réévoquer par le biais de Nathalie. Non, mais pas de souci. Je pense qu'en fait, c'était quand même aussi une question et des sujets qui ont été mis sur la table par pas mal d'acteurs et actrices, donc c'était important de l'évoquer. En vrai, je pense qu'il y a eu des questionnements, beaucoup d'études et c'était important. On reviendra peut-être sur les autres contenants après avoir échangé avec Nathalie Bartman, parce que justement, ça va nous permettre de parler de ce sujet-là. Nathalie Bartman, donc, elle est fondatrice et directrice d'Envie Dijon, dont la principale activité historique repose sur le reconditionnement d'appareils électroménagers pour faciliter l'insertion par l'activité économique. Donc la première question que je poserai, mais je vais me permettre de prolonger la question, c'est comment vous en êtes arrivé là? Parce que comme ça, le lien entre les D3E, l'insertion par l'activité économique et le réemploi potentiellement d'emballage, on ne fait pas forcément le lien. Mais justement, parce que vous allez mettre en service prochainement un service de location et de lavage de gobelets réutilisables. Donc on est intéressé de savoir pourquoi et comment vous est venue l'idée, parce que c'est assez intéressant, je trouve. Et puis, je pense que par la même occasion, je vous invite en tout cas à me répondre sur peut-être les freins que vous avez pu en tout cas solliciter auprès de vos confrères et consoeurs sur cette problématique des autres contenants, les gobelets réemployables étant encore en plus justement un objet à part entière. Et puis je pense que c'est quand même intéressant aussi que justement vous, peut-être au-delà des freins et des leviers, justement peut-être certainement des leviers, je l'espère, via l'insertion par l'activité économique. Voilà comment aussi justement votre activité historique représente des freins ou des leviers sur cette nouvelle activité de réemploi et comment vous êtes-elle arrivée. Et ce que je ferai après, c'est que j'ai d'autres questions, d'autres thématiques que je vous évoquerai, mais on laissera la parole justement aux participantes. Je vous évoquerai peut-être les thématiques que je vous suggère, mais il vous appartiendra de vous les accaparer ou pas. Voilà, merci.
Merci David. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Nathalie Bartman, oui, je dirige cette entreprise d'insertion Envie Dijon, Envie de Bourgogne depuis un certain nombre de décennies sur ce département. Peut-être juste quelques rajouts. C'est un service auquel nous avons effectivement pensé, mais pas tout à fait comme ça, mais c'est surtout Dijon Métropole qui mène cette action et qui a donc déposé un appel d'offres pour la gestion et le nettoyage de ces éco-cups qui devaient être mis à disposition des manifestations, des associations, des institutions qui peuvent être en demande et en besoin de ce genre de matériel. Julie, qui est avec nous dans notre équipe sur ce projet, est dans l'assistance, donc n'hésite pas à compléter étant donné qu'elle connaît le sujet mieux que moi. Alors, effectivement, pourquoi une entreprise d'insertion spécialisée dans le réemploi de déchets d'équipements électriques et électroniques? Je suis navrée d'utiliser le mot déchets, mais pour ce qui nous concerne sur le D3E, c'est comme ça que ça s'appelle avant que ça ne nous arrive, ce qui est d'ailleurs un gros regret. Je reprends l'histoire. Notre identité, donc émanation d'Emmaüs il y a 40 ans, spécialisée dans le réemploi d'appareils électriques et électroniques, ce qu'on appelle le gros électroménager, lavage, froid et cuisson, donc tout ce que nous avons dans nos cuisines pour les plus gros appareils ménagers. Donc voilà 40 ans que nous sommes menés par deux axes fondateurs. Le premier, c'est l'emploi d'inclusion, c'est comment développer de l'emploi d'inclusion sur nos territoires, puisqu'un certain nombre de nos contemporains souffrent d'un décalage, d'une exclusion sur le marché du travail traditionnel. Donc, comment remettre le pied à l'étrier? Et le deuxième axe pour nous, c'est de développer des emplois inclusifs sur des emplois à sens. Bien sûr, je ne vais pas vous faire de dessin, il y a forcément dans ces emplois à sens un objet d'inclusion. Quand on a eu l'impression d'être de trop dans cette société pendant souvent beaucoup trop longtemps, servir un métier à sens, qu'est-ce que c'est réhabilitant? Qu'est-ce que ça donne du pouvoir? Et être en capacité de lutter pour un environnement plus sain, plus préservé, et équiper des familles à faible revenu, puisque c'est quand même notre identité au démarrage, c'est un outil puissant. Donc le réseau Envie, voilà, sa première identité, c'est emploi inclusif, métier à sens. Loin de moi l'idée de penser qu'il y a des métiers sans sens. Je ne suis pas du tout en train de dire que des métiers, j'allais dire, plus traditionnels ne peuvent pas être faits avec au moins autant de sens. Mais quoi qu'il en soit, voilà, notre identité, elle s'est fondée de cette manière. Nous avons pour objectif de faire toujours mieux, bien sûr, et on a 5000 m² de toiture sur Longwy, et on s'est dit, il est temps qu'on récupère les eaux de pluie pour faire les tests de nos appareils ménagers avec des eaux de pluie. Il est temps également qu'on utilise notre toiture pour faire une énergie verte, notamment en installant du photovoltaïque. Et donc, comment on peut faire des produits encore plus vertueux au travers des matières premières que nous utilisons avec l'eau et avec l'électricité. Au bout du compte, on n'est pas au bout de cette réflexion, qui est une réflexion à long terme. Au bout du compte, ça nous a amené également, en regardant les pratiques que faisaient nos salariés en parcours inclusif, en voyant notamment leur demande de faire leur lessive avec les tests de nos appareils ménagers. Oui, ça semblait logique, plutôt que d'aller d'aller les laver assez cher, sans en vouloir aux lavomatique. Mais c'était logique qu'ils ramènent leur linge et puis qu'ils fassent les tests en réel avec leur propre linge. Donc, comment on peut utiliser en fait ces moments de test d'une manière plus intelligente en faisant quelque chose en allant plus loin dans cette dynamique. En fait, la rencontre avec Dijon Métropole s'est faite un petit peu dans cette logique, on va dire. Aujourd'hui, par rapport aux premières questions que je viens de vous évoquer, on n'y a pas répondu. On n'a pas répondu à la totalité. Julie est là d'ailleurs pour pouvoir en témoigner. La réutilisation des eaux de pluie, c'est pas si simple. Ça m'intéresse beaucoup quand je vous entendais effectivement parler de la façon dont on peut réutiliser des eaux après un certain nombre de cycles. Et monsieur posait des questions sur l'utilisation des eaux
des eaux potables, oui, la dynamique est encore à creuser pour nous, hein. On est au tout démarrage, ça fait 6 mois à peu près, hein, qu'on est sur cette thématique. Donc, on a encore à poursuivre cette réflexion. Dans un premier temps, ça va se faire avec des eaux habituelles, hein, du robinet, comme on peut l'appeler. Donc voilà pour la petite histoire, j'allais dire, sur ce qui nous mobilise autour de ce projet. En sachant qu'on a l'habitude de répondre à des appels d'offres, il y a ça aussi, il faut être en capacité de pouvoir répondre à ce genre de choses et à modéliser un concept. Pour les freins et les leviers, je viens d'en citer, hein, c'est cette capacité de modélisation, le fait de travailler depuis 15 ans sur les déchets d'équipements électriques, électroniques et comment en réemployer un maximum. On est à peu près à 15% aujourd'hui des tonnages. On a l'habitude de phosphorer autour de cette problématique et ça nous passionne. Donc ça tombe bien. Pour les freins, j'en aurais deux qui me viendraient en tête. Je ne vois que des avantages, donc je vais aussi m'attacher aux freins. Le premier, ce serait le modèle économique qui a été évoqué tout à l'heure, et le courage, qui a été évoqué tout à l'heure aussi. C'est que ça demande, et puis alors je vois des personnes qui sont complètement dans cette logique aujourd'hui, ça demande effectivement à savoir trembler. Hein, parce que le modèle économique de ces nouvelles filières, nous, on la connaît depuis 40 ans, donc on la maîtrise plutôt pas trop mal, même si elle est loin d'être simple. Mais je ne vais pas m'attacher à ça aujourd'hui. S'attacher à de nouvelles logiques de réemploi, faut aimer passer des nuits troublées. Hein. Donc, bon, en l'occurrence, le plaisir est plus important que le déplaisir. Donc nous, on continue. Mais quand même, hein, faut pas hésiter. Donc voilà, moi c'est les deux mots que je retiens. Merci Nathalie. Ce que je vais faire, c'est que là, on va s'autoriser 10 minutes de retard sur le planning pour justement ouvrir un temps de questions-réponses. Je vais évoquer quelques thématiques que j'avais imaginées au travers de questions. Il appartiendra, je vous laisse intervenant, intervenante, prendre la main s'il n'y a pas de questions dans le public. Sinon, le public, bien évidemment, peut s'engager sur ces sujets-là. En tout cas, il y avait évidemment le sujet de l'efficience du lavage, des propriétés physiques des contenants, le sujet de l'image de marque en lien avec le contenant, mais aussi les étiquettes, justement, le sujet des autres contenants, qui sont plusieurs thématiques qui font l'objet de questionnements encore aujourd'hui, mais priorité est donnée justement aux questions des participants et participantes, s'il y en a, et sinon je vous laisse intervenante sur les sujets qu'on avait pu évoquer, peut-être reprendre la parole. Bonjour, merci. Du coup, moi je travaille pour le groupe Fabulous French Brasseur, du coup avec la brasserie de Vézelay en région Franche-Bourgogne et avec la brasserie de Bretagne qui est du coup en Bretagne et qui déjà a une gamme de réemploi. Ma question pour vous, c'était par rapport au lavage. On parle d'une laverie par région pour pouvoir répondre un petit peu à la distance qui est mise pour l'impact environnemental. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au volume et aux capacités de bouteilles qui sont mises en marché aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir laver la totalité des bouteilles qui seraient mises en marché dans une volonté de vouloir réemployer toutes les bouteilles en verre, du coup? Merci. Aujourd'hui, la problématique, l'entonnoir ne se fait pas au niveau des centres de lavage. On a largement la capacité, ils sont loin d'être saturés. Elle se fait, la limite se situe plus sur la capacité à aller chercher les bouteilles dans le réseau. Après, je pense que je ne veux pas empiéter sur toutes les tables rondes qui viennent après. Il y a la question de la distribution qui va être abordée. Mais du coup, aujourd'hui, la préoccupation n'est vraiment pas sur les centres de lavage. Elle est plutôt au niveau de la possibilité d'aller récupérer les bouteilles dans les magasins, donc de construire des réseaux avec les distributeurs, que les consommateurs sachent que cette solution existe, qu'ils arrivent à l'identifier et qu'ils prennent l'habitude de rapporter les bouteilles. Donc ça veut dire aussi passer sur des enjeux de simplifier au maximum. On est tous consommateurs ici dans la salle, moi la première. C'est pas toujours simple si on n'a pas pris ses habitudes de rapporter la bouteille au magasin. Aujourd'hui, on est parti sur ces schémas-là, justement, que le retour se fasse en magasin aussi pour cette histoire de simplicité. On retourne tous faire nos courses de façon plus ou moins régulière, mais en tout cas, c'est un endroit où on va déjà, donc on peut en profiter pour rapporter ces bouteilles. Et du coup,
au-delà de cette prise d'habitude, il y a le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est sur le marché n'est pas réemployable. Donc, comment on facilite la capacité pour le consommateur à distinguer les différentes bouteilles, parce qu'on a aujourd'hui 2 flux distincts qui circulent sur le marché, des bouteilles qui sont réemployables parce qu'elles sont mécaniquement compatibles avec les différentes phases logistiques, le lavage et la réutilisation derrière, et aussi parce qu'il y a des bonnes étiquettes dessus. Donc il faut bien que le consommateur puisse identifier qu'à 2 bouteilles égales en rayon, on va avoir l'impression, en tout cas on ne va pas comprendre sans explication pourquoi celle-là elle est réemployable et pourquoi telle autre elle ne le serait pas alors qu'elles ont la même tête. Simplement pour des histoires d'étiquettes. Et du coup, c'est là que interviennent les questions de standardisation qu'on abordera aussi cet après-midi et de communication à l'échelle pour le coup, du territoire national, parce que les bouteilles circulent aussi bien. Si tu veux bien remettre, David, ma slide. Ce qu'on peut voir en fait sur les 3 cartes qui sont en haut là dans la slide, c'est que au niveau du centre de lavage qu'on a à Valence, on va traiter différents flux de bouteilles. Il y a aussi bien tout ce qui est produits distribués, collectés en local. Donc, quand je dis en local, c'est au niveau de la région, et donc c'est ce qui va être collecté par Rebouteille, Le Cavert et Alpes Consigne, et qui va être apporté au centre de lavage après un pré-tri en centre de massification. Sur celle du milieu, c'est des bouteilles qui sont produites ailleurs et qui vont venir être distribuées, donc produites, j'entends par produite. Par exemple, une bière qui va être embouteillée ici et qui serait distribuée en région Rhône-Alpes, qu'on va pouvoir capter dans nos circuits de collecte. Et grâce justement à toutes les questions de standard, on va être en capacité de la laver localement et de la redistribuer localement. Donc, la bouteille sera par la suite utilisée par des producteurs locaux. Et le dernier schéma, ça serait plus un fonctionnement où on va faire des flux qui vont fonctionner à l'échelle nationale sur des bouteilles, par exemple, typiques du Jura, où on va être encore aujourd'hui aussi sur des flux différents. Donc, il y a je pars un peu sur les histoires de standards, je suis désolée, mais c'est compliqué de dissocier tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, il va y avoir des choses qui coexistent, donc des formats qui sont vraiment très spécifiques, qui sont attachés à une image de marque et sur lesquels les producteurs n'ont pas encore cette possibilité pour des raisons X ou Y. Des fois, c'est aussi des enjeux industriels de ne pas pouvoir changer sa ligne et du coup, dans un premier temps, de passer au réemploi, mais de le faire sur sa bouteille. Donc, il y a ces formats-là, en fait, qui vont impliquer d'être sur celui qui est à droite pour vous. Et les bouteilles, donc là, vont pouvoir être collectées, par exemple, si elles sont vendues dans notre région, mais elles vont devoir repartir vers le producteur initial pour pouvoir être réutilisées. Je me suis perdue en chemin, je vais m'arrêter là. Non, mais après, je pense que tu mets bien en lumière le fait qu'il y ait quand même quelque chose de très systémique. On a fait l'exercice de découper. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait de table ronde en parallèle et qu'on vous impose un peu de voir toutes les étapes, parce qu'on va le voir aussi, il y a des questions et des sujets qui se recoupent sur les changements des comportements et des usages. C'est un peu à toutes les étapes qu'on va leur trouver. Moi, je voudrais juste conclure sur cette question. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de capacité de lavage. On manque de produits disponibles aptes au réemploi. Et peut-être pour compléter, on parle beaucoup de lavage de bouteilles, mais ça serait bien aussi de parler du lavage des autres contenants parce qu'on est vraiment sur des problématiques différentes. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Catherine Rupli de Bocaux & Co. Donc, vous comprenez l'orientation de ma question. Nous, on a, voilà, pour démarrer, on a trouvé une petite solution puisque les autres contenants, si tant est que c'est standardisé au niveau du modèle et au niveau de l'étiquette, le lavage est bien plus simple qu'une bouteille. Et ça représente quand même un volume non négligeable de contenants en verre qui circulent chaque année. Il y a sans doute la problématique du temps long. Les autres contenants, en tout cas les bocaux,
en général, correspondent à un usage qui est différé dans le temps, hein, donc un retour différé qu'on retrouve peut-être avec les bouteilles, moins avec les contenants pour la vente emportée, par exemple. Et du coup, Delphine, vous avez fait des tests? Alors du coup, je vais répondre à la première question que j'ai un petit peu effectivement squeezée. On a parlé du lavage par immersion pour les bouteilles, et là, pour les autres contenants, aujourd'hui, on est plutôt sur des systèmes par aspersion. Donc du coup, pas un contenant qui va être immergé complètement, mais bien un contenant qui va être aspergé. Donc effectivement, Bocaux & Co a une grande expérience là-dessus. Nous, on vient d'installer à Val d'Aon, et si vous avez plus de questions, Soukaina est à votre disposition, elle est là-bas. La machine est en phase de test, donc une machine par aspersion. En toute transparence, on en est là. On est en train de faire les premiers tests de lavage sur tout type de contenants, donc de l'éco-cup, mais aussi des contenants pour la restauration à emporter, donc des bocaux pour la restauration à emporter, type WEC, à qui ça pourrait causer, des contenants de produits lactofermentés, donc vraiment tout ce qui est possible et imaginable en autres contenants. Je ne vais pas empiéter sur une autre table ronde, mais nous, on reste persuadés quand même qu'il y a une grosse question de standardisation, qui était déjà hyper complexe sur les bouteilles et qui va se révéler encore plus complexe sur les bocaux. Ce n'est que notre avis, mais voilà, c'est dit. Et du coup, là, on en est vraiment à cette phase où on est en train de laver pour voir quelles sont les performances de cette machine. Nous, pour le moment, on est plutôt persuadés que ça va fonctionner. Après, il faut entendre qu'au niveau national, les très gros metteurs en marché aujourd'hui seraient quand même plutôt pour de l'aspersion. Et ça, du coup, c'est un autre niveau, entre guillemets, dans le sens où, oui, à laver des bocaux par immersion. Et où, du coup, là, aujourd'hui, c'est bien l'outil matériel qui manque, c'est qu'il n'y a pas de machines qui sont capables, par immersion, de laver des bocaux de différentes tailles, et particulièrement des bocaux à très larges ouvertures. Et par rapport à ça, Citeo est sur le sujet et a priori est en train de créer un groupe de travail. Donc par rapport au lavage de ces autres contenants, de toute façon, il faut y aller parce qu'il faut créer les solutions, il faut commencer à travailler la boucle logistique, à sensibiliser les utilisateurs. Là-dessus, nous, on en est persuadés. À notre échelle, on a attaqué par un système de lavage par aspersion. Par contre, la profession est en train de se mettre en ordre de marche, poussée par la REP, donc ça fait partie des choses qui devraient avancer très rapidement dans les mois, années à venir. Merci. Je pense que de toute manière, ce sujet justement des autres contenants, de l'image de marque, on aurait pu peut-être évoquer un peu plus sur les étiquettes. Déjà, les intervenants pourront peut-être aussi poser des questions et réintervenir dessus. Le sujet des autres contenants sera vu justement au travers aussi d'autres acteurs et d'autres tables rondes. Je pense qu'au fur et à mesure, vous comprendrez un petit peu justement le distinguo qui se construit sur les différentes étapes. Par contre, je vais effectivement clôturer là pour laisser... on va essayer de ne pas faire plus de 45 minutes sur la prochaine table ronde pour ne pas dépasser de 10 minutes pour le déjeuner. Je pense qu'il va se faire tard après, vous allez avoir faim. S'il y a encore des questions, je vous propose justement peut-être de les signifier sur le groupe Signal. Sinon, je pense qu'on va trop déborder. Sachant aussi que justement, je vous laisse le plaisir d'échanger pendant la pause déjeuner avec les intervenants-intervenantes. Si vous n'avez pas le temps de le faire, bien évidemment, Melchior se fera un plaisir de vous mettre en relation. C'est la moindre des choses pour l'association. Mais je suis désolé, je coupe un peu court aux discussions.